Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'est par une fraîche matinée de septembre que moi, le capitaine Arthur Hastings, me suis retrouvé en compagnie confortable de mon vieil ami, Hercule Poirot. Nous avions élu domicile pour de brèves vacances à l'Hôtel Magnifique, un établissement dont le nom, Poirot l'avait noté avec une grande satisfaction, promettait du raffinement et l'avait jusqu'à présent livré avec brio. L'hôtel, niché dans la campagne anglaise vallonnée, était l'image même de la sérénité bucolique. Les murs de pierre recouverts de lierre, les allées ordonnées du jardin et le doux tintement de la porcelaine au soleil du matin créaient une scène digne d'un tableau. À l'intérieur, le grand salon était baigné d'une lumière dorée, l'air légèrement parfumé de lavande et de cirage. Poirot, impeccablement vêtu d'un costume gris, avec une cravate lavande, assortie au rideau, sirotait délicatement sa tisane. « Ah, mon ami, dit-il en posant sa tasse avec précision, vous devez admettre que la campagne anglaise a ses charmes, à condition, bien sûr, qu'on puisse rester à l'intérieur et loin de la boue. » J'ai souri. Pourtant, cela change agréablement du bruit de Londres. Et je dois dire que je ne vous avais pas imaginé si bien vous apprécier les loisirs rustiques. Loisirs ? Oui, répondit Poirot, arquant un sourcil finement manucuré. Mais rustique, non. Il y a une grande différence, Hastings. Ce fut un rare moment de calme. Nous étions tous deux libérés du fardeau des mystères ou des meurtres, un luxe dans notre lignée de fréquentation. Pourtant, alors que Poirot remuait un morceau de sucre dans son thé, avec une précision délicate, je ne pouvais m'empêcher de penser que la tranquillité, aussi bien méritée soit-elle, ne durerait pas longtemps. Il s'avère que j'avais tout à fait raison. L'homme est apparu à 4h30, précise. Je venais de terminer mon deuxième scone et je regardais vers le hall lorsqu'une silhouette entra par la porte tournante. Grande, large d'épaules, avec une allure militaire indubitable même en civil. Mais c'est le visage, oui le visage, qui m'a fait me redresser, ma tasse cliquetant légèrement dans sa soucoupe. C'était le colonel Ralph Martindale. Sauf que ce n'était pas possible. Martindale était mort il y a 2 ans lors d'une opération militaire à l'étranger. J'avais moi-même lu la nécrologie, et j'avais même assisté au service commémoratif. Pourtant, il était là, vivant et marchant, comme s'il n'avait pas manqué un seul jour de sa vie. Je me tournai vers Poirot, la voix légèrement rauque. « Poirot, je dis, cet homme, vous le voyez, c'est le colonel Martindale, je l'ai bien connu pendant la guerre. » Poirot suivit mon regard, en clignant légèrement des yeux. Le monsieur au pardessus marron clair. « Oui, vous ne pouvez pas manquer la moustache. Il avait cette même traînée argentée particulière, juste au-dessus du coin gauche. » Poirot regarda une fois de plus, puis se tourna vers moi, avec une calme délibération. « Mais mon ami, s'il est mort, alors clairement, ce ne peut pas être lui. »« C'est juste ça, c'est lui, » dis-je en me levant. « Il marche même de la même manière. L'épaule gauche est légèrement raide. Il a été blessé à la baïonnette en 17 pouces. » Poirot posa doucement mais fermement une main sur mon bras. « Asseyez-vous, Hastings. Il ne faut pas chasser les fantômes l'estomac vide. » Mais je ne pouvais pas l'ignorer. La ressemblance n'était pas une simple similitude. Elle était étrange. Il m'a regardé droit dans les yeux, marmonnai-je. Et il n'a même pas cligné des yeux. Il est juste passé comme si je n'existais pas. Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Intrigant, dit-il doucement.
classons-le, pour l'instant, dans le classeur marqué « Curieux ». Ce soir-là, après un agréable dîner et une partie d'échecs au cours de laquelle Poirot m'a battu en 10 coups, comme d'habitude, nous nous retirâmes dans nos chambres au 2e étage. Le clair de lune projetait une lueur argentée à travers les fenêtres du couloir, et tout semblait paisiblement calme, jusqu'à ce que j'entende la voix de Poirot depuis la pièce voisine. « Hastings, viens immédiatement, s'il te plaît. » J'ai frappé et je suis entré. Poirot se tenait près du petit bureau, tenant une enveloppe carrée en ivoire dans une main et son contenu dans l'autre. Son front était froncé. Ce n'était jamais bon signe. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. « Ceci, dit-il en brandissant la lettre, a été glissé sous ma porte pendant que nous dînions. » Je me suis penché plus près. L'écriture était élégante mais fragile, comme si elle avait été écrite dans la hâte ou dans la peur. La lettre disait « Monsieur Poirot, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Je ne suis pas celui qu'il croit. Je suis en grave danger. Si je dis la vérité, quelqu'un mourra. Mais si je garde le silence, quelqu'un d'autre le fera sûrement. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard. » Il n'y avait pas de signature, aucune adresse de retour. Poirot le lut encore 2 fois, puis le plia avec soin et le glissa dans sa poche de poitrine. « Eh bien ?» dis-je en me raclant la gorge. « C'est plutôt sinistre, n'est-ce pas ?» Poirot hocha simplement la tête. « C'est un cri venu de l'ombre, mon ami. Et si je ne me trompe pas, il est lié à ton fantôme. Tu penses que ça vient de Martindale. Je pense, a déclaré Poirot, que quelqu'un porte un masque non pas de costume, mais d'identité. » Il se tourna vers la fenêtre, les mains jointes dans le dos. « Et les masques, Hastings, dit-il doucement, ont la très curieuse habitude de glisser. » Le lendemain matin, alors que j'étais à mi-chemin de mon harangue, et que Poirot tamponnait un œuf à la coque avec la délicatesse d'un chirurgien, nous avons été interrompus par un léger coup à la porte de la salle de petit déjeuner. Un membre du personnel de l'hôtel entra avec une note et la remit, avec respect, à Poirot. « Elle attend dans le salon Est, monsieur. » Poirot haussa un sourcil. « Tiens, » murmura-t-il, « il semble que la paix soit déjà brisée. » 10 minutes plus tard, nous étions assis en face d'une jeune femme remarquable d'environ 25 ans. Elle avait l'air d'une personne habituée à la société, mais il y avait une pâle tension dans ses traits et ses mains gantées s'agitaient sur ses genoux. « Je m'appelle Miss Clarissa Langley, » commença-t-elle, d'une voix qui essayait de paraître posée. « Vous avez peut-être entendu parler de ma famille, Langley Estate, juste au nord d'ici. » Poirot s'inclina poliment. « En effet, mademoiselle. Et en quoi puis-je vous être utile ? C'est mon fiancé, Geoffrey Danvers. Quelque chose ne va pas. Il a changé. » Poirot lui fit signe de continuer. « Cela a commencé après son accident, » a-t-elle déclaré. « Un accident de bateau au large de la côte du Dorset. Il a disparu pendant plus d'1 semaine. À son retour, les médecins ont déclaré qu'il avait subi une commotion cérébrale et une perte de mémoire. » Elle hésita, puis se pencha en avant. « Mais ce n'est pas seulement une question de mémoire, monsieur Poirot. Parfois, il ne semble même pas me connaître. Il oublie des choses simples. Et hier, il a parlé avec un accent étrange, comme s'il était quelqu'un d'autre. » Les yeux de Poirot brillaient d'intérêt. « C'est vraiment curieux. Et puis-je voir une photo de monsieur Danvers ?» Elle ouvrit son sac à main et lui tendit une petite monture argentée. Poirot l'examina, puis me le passa. Mon cœur s'est arrêté. C'était l'homme que j'avais vu hier, colonel Rafe Martindale. J'ai regardé la photo pendant de longues secondes avant de retrouver ma voix. « Poirot, dis-je, c'est l'homme que j'ai vu hier dans le hall. Je le jure, c'est le colonel Martindale. »
Clarissa m'a regardé avec inquiétude. « Colonel qui ?»« Un homme que j'ai connu pendant la guerre, expliquai-je rapidement. Il est mort, il y a des années. Il y a même eu un service, je m'en souviens très bien. » Le visage de Clarissa devint pâle. Poirot, quant à lui, croisait les doigts et nous regardait tous les deux avec une profonde concentration. « Mon Dieu, dit-il doucement, donc l'homme qui est revenu de la mer ne sera peut-être pas celui qui y est entré. » J'ai cligné des yeux. « Tu veux dire que c'est un imposteur ?» Poirot secoua légèrement la tête. « Non, non, Hastings, vous sautez, comme toujours, à la conclusion la plus dramatique. Il existe d'autres possibilités. La tromperie, oui, mais aussi la confusion, et surtout, la peur. » Clarissa serra fermement son sac. « Tu me crois, alors, que quelque chose ne va pas avec Geoffrey ?» Poirot se leva. « Mademoiselle, je crois qu'il y a un mystère, et là où il y a un mystère, il y a aussi un mobile, et là où il y a un mobile. »« Il y a un meurtre ?» murmura-t-elle. « Non. » Poirot dit doucement. « Pas encore. Mais il y a un danger, j'en suis certain. » Il se dirigea une fois vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Sa voix devint pensive. « Il ne s'agit pas d'une erreur d'identité. C'est un cas de en conflit d'identité. » Il s'est tourné vers nous, les yeux brillants. « Hastings, dit-il, nous n'avons pas affaire à un homme ou à un autre, mais à un homme, les deux. Ceci, mon ami, n'est pas simplement curieux. C'est un puzzle d'identité en soi. Et c'est ainsi que les vacances du grand détective ont pris fin brutalement. L'Anglais Manor était le genre de domaine anglais qui semblait tout droit, sorti d'une peinture à l'huile victorienne. Une longue allée de gravier, bordée d'imposants êtres, menait à la majestueuse façade géorgienne, ses murs couverts de lierre se prélassant sous le pâle soleil de l'après-midi. Les jardins bien entretenus s'inclinaient vers le sud, donnant à l'ensemble de la propriété un air de noblesse tranquille. Et pourtant, à mesure que nous approchions, je ne pouvais m'empêcher de sentir une tension dans l'air, comme une corde tendue un peu trop fort. Poirot était assis à côté de moi dans l'automobile, ajustant l'angle de son chapeau, alors que nous tournions dans l'allée. « Vous remarquez, Hastings, que les fenêtres de l'aile sont fermées, » remarqua-t-il, « et le jardin, bien qu'intact, a des roses non coupées. Cela nous dit deux choses, la fierté sans joie. » J'ai cligné des yeux. « Vous obtenez tout cela grâce à des fenêtres et des roses. » Poirot sourit faiblement. « La nature peut devenir sauvage, mon ami, mais la négligence est toujours humaine. » Nous avons été accueillis à la porte par le majordome, un homme mince, aux tempes grisonnantes et à l'air inquiet, réprimé. Après quelques formalités, nous avons été conduits dans un salon où Clarissa Langlais attendait, sa posture bien droite, mais ses doigts fermement serrés autour d'un mouchoir. « Ma tante se repose à l'étage, » dit-elle, « mais vous la rencontrerez bientôt. J'ai pris des dispositions pour que Geoffrey nous rejoigne pour le thé. » Poirot s'inclina courtoisement. « Vous êtes très aimable, mademoiselle. Votre hospitalité n'a d'égal que votre courage à venir chez nous. » Elle m'a fait un sourire pâle, et, tandis qu'elle versait le thé, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil au portrait de famille. Tous les hommes de l'Anglais avaient la même mâchoire carrée et les mêmes yeux froids et aristocratique. Quelque chose dans cet endroit m'a mis les nerfs à rude épreuve. Poirot, cependant, avait l'air tout à fait à l'aise, comme s'il venait d'entrer dans une pièce de théâtre bien répétée. Geoffrey Danvers entra précisément 3 minutes après l'heure. Grand, posé et impeccablement habillé, il ressemblait en tout point à un gentleman. Et pourtant, dès que je l'ai vu, mon malaise s'est accru. Il arborait un léger sourire agréable
et tendit la main avec un air de détachement poli. Mais ses yeux, semblèrent clignoter légèrement lorsqu'il me repéra. « Monsieur Poirot, dit-il d'un ton de baryton doux, Miss Langley me dit que vous êtes en quelque sorte un spécialiste des particularités. » Poirot rit. « On m'a traité de pire, monsieur Danvers. »« Et vous devez être le capitaine Hastings, » a ajouté Danvers en se tournant vers moi. « Un plaisir. Le sentiment est réciproque, » répondis-je en saisissant sa main, mais avec un étrange frisson me parcourant. Il était Martindale. La voix avait peut-être légèrement changé, plus douce, plus raffinée. Mais la forme du menton, la lueur dans les yeux, même la raideur à peine perceptible de l'épaule gauche, cela ne faisait aucun doute. Danvers était assis à côté de Clarissa, sa main posée nonchalamment sur son poignet d'une manière qui se voulait rassurante, mais qui semblait pourtant répétée. Tout au long de la conversation, il répondit aux demandes polies de Poirot avec aisance. Peut-être avec aisance. Ma mémoire? Des trous, certainement, a-t-il admis avec un sourire. J'ai peur que l'océan ne soit pas doux pour l'esprit, mais les médecins m'assurent que c'est temporaire. Poirot hocha la tête. « Et vous vous souvenez très bien de mademoiselle Langley ?» Il y eut une brève pause, un éclair d'hésitation, et puis, bien sûr, qui pourrait oublier un tel visage? Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. Moi aussi, j'ai remarqué autre chose. Danvers cligna des yeux, rapidement, 4 ou 5 fois de suite, chaque fois qu'une question le prenait au dépourvu. C'était une habitude dont je me souvenais très bien du colonel Martindale lors d'une situation plutôt délicate à Gibraltar. Un gentleman, oui, mais un avec des secrets, j'en étais certain. Et Poirot, il sirota simplement son thé et murmura. Les yeux, ils mentent rarement. Les yeux, Hastings, ce sont des menteurs très peu coopératifs. Après le thé, Clarissa s'excusa pour s'occuper de quelques affaires immobilières. Et Poirot, toujours aimable, suggéra une promenade dans le jardin avant que la pluie anglaise ne décide de revenir. Alors que nous empruntions le chemin d'allée, une silhouette émergea d'un couloir latéral, grande, mince, avec des yeux comme du silex et une bouche dessinée dans une expression permanente, de désapprobation contenue. « Mademoiselle Winifred Langley », dit Clarissa d'un ton à moitié désolé, « ma tante. » Miss Langley nous accueillit d'un signe de tête raide. « Alors c'est vous, le détective ?» Poirot sourit et s'inclina. « Hercule Poirot, à votre service. » J'avais l'impression que c'était une affaire de famille, répondit-elle en lançant un regard accusateur à Clarissa. Il semble que nous devions désormais inviter des étrangers à entrer dans nos affaires privées. Ma chère tante, dit doucement Clarissa, Geoffrey lui-même était d'accord que cela valait la peine d'enquêter. Nous pleurons tous de différentes manières. L'expression de Poirot ne faiblit pas. Ah, chagrin, cela ne suit pas toujours les règles, n'est-ce pas, mademoiselle? Les lèvres de Miss Winifred se resserrèrent, mais elle ne dit rien de plus. Tandis que nous longions la terrasse, une autre silhouette s'approcha, celle-ci plus affable, quoique légèrement effilochée sur les bords. Sa veste était en tweed, sa moustache tombait un peu trop, et sa poignée de main était trop zélée. « Capitaine Terence Blitt », se présenta-t-il, un vieux copain de feu, Reginald Langley, l'oncle de Clarissa. « Un plaisir », a déclaré Poirot. « J'ai été désolé d'apprendre votre accident de bateau », a déclaré le capitaine à Danvers, qui a vaguement hoché la tête. « La mer a une mauvaise façon de prendre les choses qu'elle ne devrait pas prendre. »« Et vous, capitaine ?» dit Poirot. « Vous habitez à proximité. Chalet en bordure du domaine, gratuit de loyer, grâce à la générosité du vieux Reginald. Il a toujours dit que j'étais de la famille. »
Blythe sourit, mais cela n'atteignit pas vraiment ses yeux. « Et votre métier » Blythe s'éclaircit la gorge. « Militaire à la retraite, pension modeste. Les marchés n'ont pas été tendres, mais on se débrouille. » Le sourcil de Poirot se haussa subtilement. « Eh bien, les dettes sont souvent plus lourdes que les ennemis, non ?» Le capitaine rit, même si cela semblait un peu creux. Plus tard, alors que nous rentrions à l'intérieur, Poirot m'a murmuré « Observez, Hastings, Miss Langley n'apprécie pas le changement. Le capitaine Blythe n'apprécie pas les difficultés. Les deux alimentent le feu, non ?» Le lendemain matin, Poirot a demandé une audience avec le docteur Roland Chase, le médecin local qui avait soigné Danvers après son accident. Il arriva à Langley Manor juste après le petit déjeuner. Un homme rasé de près, d'une quarantaine d'années, avec une expression douce et un sac en cuir bien usé caché sous un bras. Dr Chase le salua Poirot avec un signe de tête courtois. « Vous vous êtes occupé de M. Danvers à son retour ?»« Oui, » répondit le médecin en retirant ses gants. Il avait été ramené à terre par des pêcheurs locaux, inconscient, légère hypothermie, signe de traumatisme contondant à la tête. Nous pensons qu'il a heurté quelque chose lors de sa chute du bateau. Et il ne se souvenait de rien ? Pas immédiatement, a déclaré le docteur Chase. Les premiers jours, il pouvait à peine parler de manière cohérente. Il n'arrêtait pas d'appeler un nom différent. Ralph ou Rafe, je pense. Mais l'esprit, voyez-vous, dans sa tentative de se protéger, enterre souvent le traumatisme sous le subconscient. Les yeux de Poirot brillèrent. Mais oui, le subconscient est le plus insaisissable. Dites-moi, docteur, est-il complètement rétabli ? Le docteur Chase hésita. Physiquement, oui. Mais mentalement, je n'en suis pas si sûr. Sa mémoire est sélective, familier avec les noms et les lieux, mais incertain avec la chronologie. Il oublie les rendez-vous, appelle Clarissa avec un mauvais prénom. Parfois, il s'arrête avant de répondre à des questions simples, comme s'il calculait la version correcte des événements. Et pourtant, ai-je interrompu, il semble extérieurement confiant. Le docteur Chase hocha la tête. De nombreux patients apprennent à compenser. La routine, la répétition, la conversation polie. Tout peut masquer les troubles de la mémoire. Poirot avait l'air pensif. Un homme qui porte sa personnalité comme un manteau emprunté. Chase fronça légèrement les sourcils. « Je vous mets en garde, monsieur Poirot. Un traumatisme peut façonner une personne. Vous voyez peut-être une contradiction, mais je vois un homme qui essaie de retrouver son chemin. »« Où ?» murmura Poirot. « Un homme qui a peur que s'il se souvient trop de choses, il n'aime pas qui il est vraiment. » Alors que le médecin partait, Poirot resta près de la fenêtre, regardant le jardin humide. « Hastings, dit-il enfin, cette histoire devient encore plus étrange. Un homme qui oublie, peut-être, mais un homme qui choisit quoi oublier? Voilà, c'est plus dangereux que l'amnésie. » C'était juste avant le déjeuner que Poirot demanda à parler au personnel de maison. La famille de Langley Manor, bien que modeste en nombre, était efficace et de longue date, la plupart d'entre eux travaillant pour les Langley depuis plus d'une décennie. Ils entraînent dans la salle des domestiques avec l'air de gens qui avaient poli bien plus que de l'argent au cours de leur vie. L'une d'entre elles a particulièrement retenu l'attention de Poirot. Une jeune femme de chambre, nommée Elsie Brent, âgée d'à peine 20 ans, avec des yeux intelligents et un léger tremblement nerveux dans les mains. « Avant-hier soir, vous étiez de service, n'est-ce pas, mademoiselle ?» demanda doucement Poirot, croisant les bras de cette façon qui faisait froisser sa veste sur mesure. Juste comme ça. « Oui, monsieur, » dit-elle. « Je disposais des serviettes propres dans le couloir ouest. Et vous avez rencontré monsieur Danvers ?» Elle hésita. « Je ne l'ai pas vu exactement, monsieur, mais j'ai entendu lui,
Il parlait à lui-même, je pense, dans l'une des pièces. Les sourcils de Poirot se haussèrent. « Ah, et qu'est-ce qu'il disait ?»« C'est exactement ça, monsieur, » dit-elle en regardant autour d'elle, comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. C'était en français, très vite. Je parle un peu moi-même. Ma mère était de Dieppe, et je comprenais, en grande partie. Il avait l'air bouleversé. Il n'arrêtait pas de dire des choses comme « Ce n'est pas moi ». Ils ne doivent jamais savoir. Poirot se figea pendant une demi-souffle. Il a dit « Ce n'est pas moi. Ils ne doivent jamais le savoir. »« Oui, monsieur, » murmura-t-elle. Et l'accent, eh bien, c'était bizarre. Pas parisien, nordique peut-être, pas comme la façon dont on le parle à l'école. « Merci, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Vous avez été très utile. » Alors qu'Elsie partait, je me tournai vers lui, perplexe. Mais Danvers ne parlait français, n'est-ce pas? Clarissa l'a dit elle-même. Poirot haussa légèrement les épaules. En effet. Et pourtant, il le parle couramment, sous la contrainte et avec un accent régional. Alors tu penses qu'il est Martindale? Poirot ne répondit pas. Au lieu de cela, il se dirigea vers la fenêtre contemplant les haies. « Hastings, » dit-il, « quand un homme oublie son nom, c'est une chose. Mais quand il oublie la langue dans laquelle il était, je n'étais jamais censé savoir. Alors, voilà. La vérité commence à s'agiter sous les mensonges. La pluie était revenue en début de soirée. Une de ces bruines anglaises grises et brumeuses qui imprégnaient les cols et les humeurs. Nous nous étions retirés à l'intérieur lorsque le cri est venu. Il retentit du jardin, aigu et, soudain, suivi du bruit indubitable de pas courants sur le gravier mouillé. Clarissa fit irruption dans le salon, pâle comme du papier. « C'est le capitaine Blythe !» Elle a pleuré. « Il est... Poirot bougeait déjà. Nous l'avons trouvé étendu sous la haie d'if près du cadran solaire. Une forme sans vie, avec son pelage, assombri par la terre humide. Un bras était plié selon un angle peu naturel, et sa casquette gisait à quelques mètres de là, dans un lit de myosotis. Une seule blessure lui a marqué la tête, un coup net et dévastateur porté à la tempe. Je me suis agenouillé pour vérifier mon pouls. Il n'y en avait pas. Mort, dis-je sombrement. Pas de doute. Poirot étudia la scène avec des yeux plissés, son regard se tournant non pas vers le corps, mais vers l'herbe piétinée qui l'entourait, le sol déplacé, la faible trace d'empreinte de pas menant vers l'aile est. En quelques minutes, la maisonnée s'était rassemblée. Clarissa, pâle et tremblante. Miss Winifred, stoïque et silencieuse. Danvers, confus et clignant des yeux trop souvent. « Je suis sorti me promener », a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé. « J'avais besoin d'air. Je n'ai pas vu Thérence. Je viens juste de rentrer. »« Personne ne vous a vu partir » intervint froidement Miss Winifred. Poirot s'avança. « Monsieur Danvers, vous me pardonnerez, mais je dois être précis. À quelle heure avez-vous quitté la maison ?» Danvers hésita. « Vers 6 heures, je crois. Je suis passé devant le verger, je pense. »« Toi penses, » répéta doucement Poirot. « Mais non. Vous voyez, le verger est au sud, et la boue sur vos bottes suggère que vous avez traversé les haies orientales. » Danvers ne dit rien. Sa main se contracta légèrement à ses côtés. Le docteur Chase est arrivé peu de temps après et a confirmé que l'heure du décès se situait approximativement entre 17h30 et 18h15, précisément au moment où Danvers était porté disparu. Quelqu'un aurait-il pu l'attirer ici? Ai-je demandé à Poirot pendant que nous parcourions le périmètre. « Peut-être, » répondit Poirot. « Mais dites-moi, Hastings, ne vous semble-t-il pas curieux que le capitaine Blythe,
qui s'est montré si ouvert avec nous hier, finisse mort le lendemain? Tu penses qu'il savait quelque chose? Exactement, il en savait trop. Ou peut-être qu'il a deviné de trop près. À l'intérieur, l'ambiance était tendue. Danvers était assis à l'écart des autres, l'air stupéfait. Clarissa essaya de le réconforter, mais il semblait à peine l'entendre. Poirot se rassit, les yeux mi-clos, les doigts retroussés. « Un homme est mort, dit-il enfin, et un autre peut être pendu pour cela. Mais avant cela, nous devons avant tout comprendre une chose. »« Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. Les yeux de Poirot s'ouvrirent, tranchants comme des lames. Si Geoffrey Danvers a vraiment existé en premier lieu. Le lendemain de la découverte du corps du capitaine Blythe, l'aube se leva grise et lourde, de brouillard, le genre de brume anglaise qui semblait peser sur l'âme autant que sur la peau. Pourtant, malgré le temps maussade, Poirot se leva avec beaucoup d'énergie. Il s'habilla avec plus de soin que d'habitude, enfilant son gilet gris tourterelle et une cravate avec une épingle cramoisie, et annonça au petit déjeuner « Aujourd'hui, Hastings, nous emploierons les petites cellules grises avec une grande discrétion. » Il a refusé son œuf à la coque habituel, ce qui m'a immédiatement semblé le signe que quelque chose avait changé dans son esprit. Il est temps de poser des questions. Je me suis aventuré pendant qu'il ajustait ses poignets. Poirot sourit. Pas seulement des questions, mon ami. C'est la méthode de la police. J'emploie le méthode de l'esprit. C'est ainsi qu'il a commencé une campagne d'entretien discret. Jamais dans un cadre formel, mais plutôt dans les couloirs, lors de promenades dans le jardin ou lors de pauses autour d'un thé. Il avait une façon d'abaisser les défenses par politesse, pour ensuite poser une question parfaitement opportune qui déstabilisait même le sujet le plus posé. Je l'ai d'abord observé avec Clarissa, alors qu'il se promenait sous la pergola aux roses. Il a parlé avec douceur de Geoffrey. Comment la mémoire peut être un masque? Comment l'amour nous aveugle parfois sur la vérité? Elle doute de lui, me murmura Poirot plus tard. Mais elle ne sait pas encore de quoi elle a peur. Vint ensuite une conversation passagère avec le cuisinier, au cours de laquelle Poirot, s'enquérant apparemment de biscuits, extirpa doucement le fait que le capitaine Blythe s'était disputé avec quelqu'un le soir de sa mort. Une voix d'homme, pointue, accusatoire. « Et qui se dispute à propos de biscuits? Hastings, murmura-t-il avec un clin d'œil. Non, non, ce n'était pas une querelle domestique. Les questions étaient subtiles, le ton doux. Mais au moment où il terminait sa tournée, le calme de la maison avait commencé à s'effilocher comme une couture mal cousue. C'était le milieu de l'après-midi lorsque Poirot demanda une audience privée à Miss Winifred Langley. Elle nous a rencontrés dans la véranda, une pièce froide aux parois de verre remplies de fougères en pot et de l'odeur de quelque chose de médicinal. Elle était assise rigidement sur une chaise en osier, un châle drapé autour de ses épaules malgré la chaleur. « Je suppose que tu veux savoir si je détestais Thérence, » dit-elle avant même que Poirot ne s'assoie. Il leva les mains avec une délicate surprise. « Mais non, je suis simplement ici pour comprendre la dynamique familiale. La haine est un mot fort. » Elle renifla. C'était un parasite, l'animal de compagnie de Reginald. Il traînait toujours dans la maison, empruntait de l'argent, murmurait des conseils. Quand Reginald est mort, j'ai pensé, bêtement, que la succession me reviendrait enfin. Après tout, je suis un Langley, mais ce n'est pas le cas, demanda doucement Poirot. Elle détourna le regard. Non, il a tout laissé à Clarissa. La maison, les investissements, le terrain, tout. Était-ce inattendu? Sa mâchoire se serra. Reginald l'a toujours adorée. Il a dit qu'elle avait l'esprit de famille. Je suppose que je n'étais qu'une relique. Poirot étudia son visage avec un intérêt discret. « Et pourtant tu es resté ici.
Par nécessité, monsieur Poirot. On ne disparaît pas tout simplement à 68 ans. Et Clarissa était gentille. Mais ne confondez pas gentillesse avec harmonie. Nous nous disputions fréquemment. Et avec le capitaine Blythe, un éclair de quelque chose, du regret, peut-être, traversa son visage. Thérence et moi, nous nous sommes tolérés, même si j'ai découvert récemment qu'il essayait de convaincre Clarissa de contester le testament. Il a dit que ce n'était pas légal, que Réginald avait été contraint. Contraint, j'ai demandé. Par qui? Elle haussa les épaules. Il ne l'a pas dit, mais il était certain que quelqu'un avait influencé Réginald, peut-être Danvers. Poirot se rassit. Tant d'affection dans une maison, n'est-ce pas? Et pourtant les racines semblent superficielles. Elle n'a rien dit. Plus tard, Poirot m'a murmuré « L'amertume, Hastings, elle caille en silence, jusqu'à ce qu'elle se transforme en poison. » Le docteur Roland Chase retourna au manoir Langlais à l'invitation de Poirot, même si ses manières étaient moins affables qu'auparavant. Il y avait eu un changement subtil, une raideur dans ses épaules, une méfiance derrière ses lunettes. Nous l'avons rencontré dans le salon, où Poirot avait aménagé un décor petit mais délibéré. 2 fauteuils, une théière et une chaise légèrement trop près du feu. « Il fait trop chaud ici », marmonna Chase en retirant son manteau. « Ah », dit Poirot avec un sourire, « mais la chaleur encourage l'ouverture. Vous n'êtes pas d'accord ?» Chase eut un sourire poli, mais ses doigts tambourinèrent sur l'accoudoir. Poirot commença doucement, comme toujours. « Vous avez soigné M. Danvers depuis l'accident. Vous l'avez vu souvent ? » « 2 fois par semaine, parfois plus. L'amnésie post-traumatique peut durer des mois, voire des années, précise-t-il rapidement. J'assurais la stabilité. » Poirot hocha la tête. « Et pourtant, vous n'avez jamais évoqué les épisodes de dissociation. » Le docteur cligna des yeux. « Je vous demande pardon. » Poirot ramassa un bout de papier sur sa table d'appoint. « On m'a signalé que M. Danvers parlait couramment le français, dans un dialecte du Nord. Assez couramment, en fait, une compétence curieuse pour un homme qui a échoué en français à l'école, n'est-ce pas ?» Chase se raidit. « Délire. J'ai vu des patients revenir aux langues qu'ils entendaient quand ils étaient enfants. Cela ne veut rien dire. Mais M. Danvers n'est pas français. Il n'a pas non plus été élevé par des francophones. Alors vous voyez, docteur, cela peut vouloir dire tout. » Les yeux du médecin se tournèrent brièvement vers la fenêtre. « Je crains que vous essayiez de pathologiser un homme qui a déjà assez enduré. » Poirot se pencha en avant. « Et moi, docteur, je crains que vous le protégiez. Je protège un patient, c'est mon devoir. Ou peut-être, dit doucement Poirot, vous protégez une erreur, une erreur commise il y a de nombreuses années, une erreur qui marche et respire maintenant sous le nom de Geoffrey Danvers. » Chase se leva, les poings serrés. « Vous n'avez pas le droit d'insinuer. »« Je n'insinue rien, » répondit froidement Poirot. « Je observais. » Le médecin sortit en trombe, mais Poirot épousseta simplement son revers. « Voilà, Hastings, quand la peur d'un homme l'emporte sur sa raison, il a quelque chose à cacher. La question est, qu'a vu le docteur Chase le jour où Geoffrey Danvers s'est échoué? C'est plus tard dans la soirée, dans le silence du crépuscule, que Clarissa Langlais est venue nous voir à l'improviste. Elle se tenait sur le seuil de la suite de Poirot, les yeux bordés de fatigue et d'incertitude. « Je ne peux pas continuer à faire semblant, » dit-elle doucement. « Puis-je entrer ?» Poirot désigna d'un geste grandiose le fauteuil près du feu. « Mais bien sûr, mademoiselle, la vérité préfère toujours la compagnie. » Je lui ai servi un petit verre de cognac pendant que Poirot se perchait sur le bord de son siège, les doigts serrés. « C'est Geoffrey, commença-t-elle,
puis elle fit une pause. Ou plutôt, je ne sais pas si c'est Est-ce Geoffroy. Poirot pencha la tête. Vous commencez à douter? J'ai essayé de me convaincre que c'était juste une blessure, a-t-elle déclaré. Mais les choses qu'il dit, les chemins il les dit, tout va mal. Il avait l'habitude de parler clairement, avec le discours sec d'un homme d'Oxford. Maintenant, il fait une pause, utilise des phrases que je n'ai jamais entendues auparavant. La semaine dernière, il a dit « Je connaissais un endroit à Lille où la lumière avait un certain piquant. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Poirot fit un petit signe de tête. « Un souvenir n'appartenant pas à l'homme que tu as aimé, peut-être. » Elle sortit quelque chose de son sac à main, une vieille lettre. « Cela l'a été écrit avant l'accident, » a-t-elle déclaré. « Maintenant, comparez-le à cette note qu'il a laissée sur la table de la cuisine hier. » Poirot examina les deux. L'un d'entre eux était écrit avec des traits nets et confiants. L'autre était légèrement incliné vers la gauche, comme écrit par un homme essayant d'imiter sa propre main. « L'écriture manuscrite est très curieuse, » murmura Poirot, « comme une empreinte digitale formée par un personnage. »« Et les rêves, » murmura-t-elle. « Il parle dans son sommeil. Il marmonne des noms que je ne connais pas. Raph, Cadney. Une nuit, il a même dit « Ce n'était pas censé être moi. » Un silence suivit. Poirot se leva lentement. « Mademoiselle, vous êtes très courageuse. Vous aimez un homme que vous ne connaissez peut-être plus. » Sa voix tremblait. « Pensez-vous qu'il est dangereux ?» Les yeux de Poirot se plissèrent. Pas encore, mais la vérité, une fois réveillée, se contente rarement de se rendormir. Poirot a toujours dit que les chiffres, contrairement aux humains, ne mentent pas. Et lorsqu'il a demandé accès au dossier financier du capitaine Blitt, j'ai supposé qu'il ne faisait que régler les détails. En vérité, il commençait à tirer sur le nœud. Nous avons visité la maison de Blitt à la limite du domaine, désormais étrangement calme, son propriétaire enterré et ses pièces suspendues dans le calme. La gouvernante, une femme vive avec un flair pour la poussière et le drame, autorisa Poirot à entrer dans le bureau. C'est là, derrière un faux dossier dans le tiroir du bureau, que Poirot découvrit un registre en cuir cabossé enveloppé dans une toile cirée. « Un homme qui cache ses finances, » murmura Poirot, « ne souhaite pas qu'elles soient retrouvées. » Le grand livre était rempli d'écritures minutieuses, date, numéro de parcelle, initiales. Certains montants étaient modestes, mais d'autres étaient étonnamment élevés, marqués de vagues annotations comme CL ou RM. Ce qui a attiré l'attention de Poirot, cependant, était un contrat plié près de l'arrière. Il s'agissait d'un acte foncier, faisant partie d'une vente immobilière dans le nord de la France, signé en deux noms, Rafe Martindale et Geoffrey Danvers. « Mais c'est impossible, dis-je. Ils n'auraient n'est pas pu signer le même accord. Ils sont... Eh bien, c'est la même personne, n'est-ce pas ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. Peut-être, ou peut-être que la personne qui l'a signé voulait que ce soit le cas. Il montra les signatures. L'un d'entre eux était vif et délibéré, l'autre plus tremblante, comme réalisé avec la main non dominante. Un faux? Mais pourquoi Blight aurait-il ça? J'ai demandé. Parce qu'il était impliqué. Regardez-y ici. 3 dépôts transférés sur un compte luxembourgeois et un marqué avec la date d'aujourd'hui. Blitt était sur le point de récupérer sa part. Du chantage, peut-être. Poirot replaça soigneusement le registre dans sa couverture. Ce n'était pas un investissement de gentleman, c'était un plan, une danse élaborée d'identité et d'héritage. Il se tourna vers moi, les yeux perçants. Et Blight, mon ami, n'est pas mort parce qu'il se souvenait de quelque chose. Il est mort parce qu'il possédait quelque chose. C'est dans la bibliothèque que je l'ai trouvé,
enfoui sous une pile d'albums de guerre et une boîte à cigares poussiéreuse, étiquetée « Tanger 1938 ». La photographie. Je l'ai libérée et j'ai plissé les yeux dans la faible lumière de l'après-midi. Un groupe d'officiers debout en uniforme. La toile de fond était indéniablement coloniale. Des palmiers, des tentes en toile et une pancarte indiquant 5e poste médical d'infanterie, Cadenet. Et là, sans aucun doute, se trouvait le colonel Rafe Martindale, regardant carrément la caméra. Le même visage que j'avais vu traverser le hall de l'hôtel Magnifique il y a quelques jours à peine. Je l'ai apporté directement à Poirot, qui a pris la photo avec respect, comme un prêtre manipulant les écritures. « Regarde-le », dis-je, même front, même menton, et cette posture, épaule gauche légèrement en avant. Il a toujours mené avec elle après la blessure à la baïonnette en 1917. Les yeux de Poirot se plissèrent. Et pourtant, selon les archives militaires, cet homme est mort, enterré dans une tombe à Calais, et Geoffrey Danvers n'a jamais été en poste dans ce régiment. Puis il est Martindale, ai-je insisté. Il doit l'être. Poirot hocha lentement la tête, puis fit une pause. Où il était. J'ai regardé. Était. Poirot tapota le coin de la photo. Voyez-vous, Hastings, vous êtes certain de ce que vos yeux perçoivent, mais les identités, mon ami, sont plus que des photographies. Ce sont des couches d'habitude, de mémoire, de manière. Il regarda à nouveau la photo. Et cet homme, quel qu'il soit, n'existe peut-être plus, pas comme avant. Ce soir-là, Poirot resta assis longtemps dans la nuit, sa silhouette encadrée par la lueur du feu, plongée dans la contemplation. La maison s'était calmée, et même moi, j'avais cessé de faire les 100 pas. Enfin, il parle. « Hastings, dit-il doucement, nous n'avons pas affaire à une simple usurpation d'identité. Ce n'est pas l'œuvre d'une fraude avec un nom volé. Non, c'est quelque chose de bien plus délicat, plus tragique. » Je me suis penché en avant. « Que veux-tu dire ?» Poirot leva la main. « L'homme que nous connaissons sous le nom de Geoffrey Danvers croit, au moins en partie, qu'il est Geoffroy Danvers. Mais il est aussi, comment dire, hanté. Pas par fantômes, mais par fragments, mots, souvenirs, écritures. C'est une mosaïque de 2 hommes, j'ai frémi. Tu veux dire une pause mentale? Peut-être, ou peut-être que quelque chose en a été fait à lui. Traumatisme, oui, mais aussi manipulation. Et si quelqu'un aidé lui a-t-il oublié qui il était vraiment? Remplacer une identité par une autre, pièce par pièce? C'est monstrueux. Poirot hocha gravement la tête. En effet, mais aussi efficace. Un homme qui croit qu'il est à quelqu'un d'autre ne peut pas avouer ce qu'il ne sait pas. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. « Hastings, dit-il, ce n'est pas un cas de tromperie, c'est un cas d'oblitération. Quelqu'un a altéré non seulement un nom, mais aussi une âme. Dehors, le vent faisait trembler les volets. Et intérieurement, j'ai commencé à me demander si un homme ne se souvient plus du crime. Peut-il toujours être coupable ? L'Anglais Manor n'avait jamais été aussi théâtral. À 6 heures précises, sous la direction de Poirot, la maisonnée s'est réunie dans le grand salon de musique. Une pièce opulente, remplie de lourds rideaux de velours, d'un piano à queue qui n'avait pas été accordé depuis des années, et du regard vigilant de plusieurs ancêtres sévères, de l'anglais fixé sur des peintures à l'huile, au-dessus de la cheminée. Clarissa s'assit avec raideur sur la chaise, les mains posées sur ses genoux. Miss Winifred, droite et glaciale, refusa le thé et refusa la conversation. Le docteur Chase faisait les 100 pas devant les fenêtres, trop vite pour un homme qui se piquait de son calme, et Geoffrey Danvers, si tel était son nom,
se tenait près du mur du fond, l'expression vide, à l'exception du clignement nerveux qui était devenu sa marque de fabrique. Poirot entra en dernier, avec moi à mes côtés, et il prit place au centre de la pièce avec l'assurance d'un homme sur le point de diriger une symphonie. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, merci d'être venus. J'en regrette la nécessité, mais on ne peut pas résoudre un puzzle sans poser toutes les pièces sur la table. » Personne n'a parlé. « Vous êtes tous ici parce qu'un crime a été commis, » a-t-il poursuivi. La mort du capitaine Terence Blythe n'était pas un malheur, ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Et il a été commis par quelqu'un dans cette même pièce. Il y eut une forte inspiration. Mais de qui? Je ne pouvais pas le dire. Poirot leva le doigt. Mais la mort, aussi odieuse soit-elle, n'est pas la seule tromperie à laquelle nous sommes confrontés. Non, non. Il y a aussi la question de l'identité. De qui, précisément, est réellement M. Geoffrey Danvers, ou était? Danvers changea légèrement de position. « Et ce soir, dit Poirot d'une voix basse et dramatique, nous allons résoudre les deux mystères, le meurtre et l'homme. » Il fit une pause, puis se tourna vers moi. « Hastings, s'il vous plaît, le grand livre, la photographie et la lettre. » Je les ai disposés un par un sur la table d'appoint, à côté de Poirot. Le registre en cuir usé provenant du cottage de Blythe, la photo de guerre du colonel Ralph Martindale et la lettre non signée qui s'était glissée, pour la première fois, sous la porte de Poirot. Poirot leva la lettre. « C'était, dit-il, ce fut le début. Un appel de quelqu'un de désespéré, de quelqu'un qui craignait la vérité plus que la mort elle-même. » Il se tourna vers le groupe. « Mais avant de répondre qu'il a écrit, examinons les événements de la nuit en question, la nuit où le capitaine Blythe a été assassiné. » Il regarda directement Miss Winifred. « Vous prétendiez être dans votre chambre, mademoiselle, en train de lire à partir de 9 heures. Mais la gouvernante rapporte que le feu de votre chambre s'était éteint et que vos pantoufles étaient humides. Expliquez. » Les lèvres de Miss Winifred se pincèrent. « Je suis sorti prendre l'air. Je ne savais pas que c'était un crime. En effet, non. Mais l'allée du jardin à l'est, où vous avez marché, mène directement au cadran solaire, où a été retrouvé le capitaine Blythe. Je ne l'ai pas vu. Non ?» La voix de Poirot se fit plus aiguë. « Parce qu'il était déjà mort ?» Elle haleta, puis se reprit. « Vous suggérez, je l'a-t-il frappé? Je suggère seulement que tu étais capable d'elle, compte tenu de votre force de ressentiment et de votre proximité. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. » Poirot se tourna ensuite vers le docteur Chase. « Et vous, docteur, étiez à la maison? » « Oui, » dit Chase. « Seul, lecture des notes de cas. »« Et pourtant, » dit Poirot, « votre registre de chirurgie ne montre aucune entrée pour les sédatifs manquant dans votre armoire, ni aucune trace de leur destruction. » Chase pâlit. « Ils étaient empérimés, je m'en suis débarrassé. »« Pratique, » a déclaré Poirot. « Et si je demandais à la pharmacie un relevé de votre commande le mois dernier ?» Silence. Poirot laissa cela s'attarder. « Mais ce qui est peut-être le plus révélateur, » a-t-il poursuivi, « est que vous, docteur, avez été la dernière personne à examiner Danvers après son accident. Vous saviez ce qu'il était et ce qu'il n'était pas. Vous avez contribué à l'illusion. J'essayais de le protéger. Ou vous-même, car vous, docteur, êtes l'homme qui a fait une mauvaise identification à Calais. Vous avez déclaré Ralph Martindale mort, alors qu'il était, en fait, l'homme qui se tient maintenant devant nous. » Danvers semblait sur le point de s'effondrer. Poirot se tourna finalement vers Clarissa. « Et vous, mademoiselle, vous prétendez avoir vu le capitaine Blythe au dîner, puis seulement le lendemain matin ?» Clarissa hésita. La voix de Poirot devint plus douce.
Vous l'avez vu plus tard dans la nuit. Vous vous êtes disputés. Il a menacé de révéler la vérité sur l'identité de votre fiancé, sur la fausse transaction immobilière. Et vous avez donc menti. Vous avez retiré une demi-heure de votre soirée. Clarissa ne dit rien. Vous ne l'avez pas tué, a déclaré Poirot. Mais vous saviez que la tempête arrivait, et vous n'avez rien fait pour l'arrêter. Il se redressa, les yeux brillants. Un par un, vos alibis tombent, non pas à cause de la culpabilité, peut-être, mais à cause de la peur. Et puis, il fit face à la pièce avec détermination. Mais un seul d'entre vous craignait que vérité assez pour le faire taire pour toujours. Poirot laissa le silence s'étendre. Puis, avec une grâce qui semblait à la fois théâtrale et tout à fait naturelle, il se dirigea vers la cheminée et sortit la photo de la cheminée. Celle qu'Hastings avait trouvée, celle à laquelle je ne pouvais moi-même m'empêcher de penser. « Parlons maintenant, dit-il, d'identité. » Il se tourna de nouveau vers la pièce. « Le colonel Ralph Martindale, a-t-il déclaré en soulevant légèrement la photo, a été déclaré mort après une opération de renseignement dans le sous-continent indien à la fin de la guerre. Son corps n'a jamais été correctement retrouvé. On a seulement supposé qu'il lui appartenait en raison de sa proximité, de son uniforme et des circonstances. » Il fit une pause. Au même moment, un autre homme, un collègue du nom de Geoffrey Danvers, était également porté disparu. Un homme de taille similaire, de constitution similaire et sans famille proche pour confirmer les détails. Danvers, si on pouvait encore l'appeler ainsi, se déplaça inconfortablement. Après l'explosion de Cadenet, les corps étaient mélangés, calcinés. L'identification a été difficile. L'homme que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Danvers a été retrouvé inconscient, mais vivant. Il a été ramené à terre, et surtout, soigné par notre propre Dr Chase. Poirot fit un geste délicat vers le médecin. Le bon docteur a déclaré que cet homme était Geoffrey Danvers. La voix de Poirot baissa, mais il avait tort. Il y eut un léger halètement de la part de Clarissa. Danvers regarda Poirot comme s'il essayait de voir à travers le brouillard. « Tu vois, mes amis, la mémoire est fragile, surtout quand on ne souhaite pas se souvenir. Mais il y avait des signes, tellement de signes, une blessure à l'épaule que seul Martindale avait, un accent français dans le sommeil, connaissance des endroits que Danvers n'a jamais visités, un style d'écriture qui a changé. Un homme pris entre deux mois. Il se rapprocha de Danvers à présent. « Vous êtes Ralph Martindale, dit-il. Vous avez pris le nom d'un homme mort, non pas comme un criminel, mais peut-être comme un lâche. Un homme qui a peut-être honte de ce qui s'est passé en Inde. Un homme qui a vu une opportunité d'enterrer le passé. »« Non, » dit Danvers, mais sa voix tremblait. « Ce n'est pas... » Poirot leva la main. Le nom Geoffrey Danvers est devenu un bouclier. Vous aimiez Clarissa. Vous vouliez la paix. Mais le passé, monsieur, c'est une ombre. Il s'étend. Danvers s'effondra sur une chaise, les mains dans les cheveux. Je ne voulais pas dire. S'étouffa-t-il. C'était censé être fini. La voix de Poirot s'adoucit. Mais vous ne pouvez pas oublier ce que vous êtes, peu importe à quel point vous attachez le masque. Il se retourna vers la pièce. Et donc, l'homme devant vous n'est pas Geoffrey Danvers. Il est le colonel Ralph Martindale, déchiré par la culpabilité, cousu par le silence, et maintenant, exposé. Le docteur Chase, qui était jusqu'ici resté immobile, se leva soudainement et se dirigea vers la carafe. Il se versa une eau-de-vie avec les doigts tremblants, mais ne la but pas. Son visage était pâle. Son masque de détachement clinique avait disparu. Poirot le regardait avec des yeux pleins de quelque chose proche de la pitié. « Vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas, docteur ?» Chase ne répondit pas.
Vous avez vu la cicatrice sur son épaule. Vous avez entendu les Français dans ses rêves. Et plus que cela, vous rappelez Martindale. Vous aviez servi avec lui. Chase leva les yeux, la voix cassante. C'était mon patient. Poirot hocha la tête. Et votre culpabilité, votre loyauté, vous a obligé à le protéger, même lorsque vous connaissiez la vérité. Il était brisé, a déclaré Chase, plus pour le cognac que pour nous. Son esprit était brisé. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'était personne, qu'il voulait être quelqu'un d'autre. Il suppliait « je ne dois pas le dire ». Poirot croisa les bras. Donc vous l'avez identifié comme étant Danvers. Un mensonge dont vous pensiez qu'il l'aiderait à guérir. La bouche de Chase se contracta. Et c'est ce qui s'est produit, pendant un certain temps. Il a trouvé Clarissa. Il a construit une vie, j'ai pensé. Peut-être que cela pourrait suffire. Le regard de Poirot se durcit. Mais ensuite est arrivé Blitz, et avec lui, le chantage. Chase déglutit. Je lui ai dit de ne rien dire. Je l'ai supplié. Mais Terence avait désespérément besoin d'argent. Il a menacé d'aller voir la presse, l'armée. Rafe, Danvers, il ne l'a même pas fait. Souviens-toi la fraude originale. Mais Blythe s'en fichait. Il voulait sa part. Et donc, dit doucement Poirot, Blythe est mort. Chase secoua la tête. Je ne l'ai pas tué, je le jure. Poirot leva la main. Je ne vous accuse pas de meurtre, docteur, seulement de mensonge. Une erreur de miséricorde, peut-être, mais une erreur néanmoins. Chase but finalement le cognac. Et maintenant, a déclaré Poirot, la vérité respire à nouveau, et il faut y faire face. Pendant un instant, personne ne parla. Clarissa Langlais restait immobile, les yeux écarquillés, et les traits pâles comme de la porcelaine. À côté d'elle, Martindale, toujours masqué dans la coquille de Danvers, ressemblait à un homme tombé à cause de son propre reflet. Le docteur Chase était assis courbé, son verre de cognac intact. Le visage de Miss Winifred était devenu pierreux. Poirot s'avança, toujours interprète, mais toujours sincère. Et maintenant, mes amis, nous arrivons au dernier tour de clé. Il tourna son regard, silencieux, sans ciller, vers Clarissa. C'était vous, mademoiselle. Clarissa cligna des yeux. Moi? Vous avez tué le capitaine Blythe. Il y eut un halètement, peut-être venant de moi, je ne m'en souviens pas. Clarissa eut un rire tendu et cassant. C'est absurde. Pourquoi devrais-je? Poirot leva la main, la faisant taire, avec l'autorité de la vérité. Vous avez vu la tempête se développer. Vous saviez que Blythe avait découvert la vérité. Et vous saviez que si la véritable identité de votre fiancé était révélée, s'il était révélé qu'il n'était pas Geoffrey Danvers, mais Ralph Martindale, votre héritage, votre réputation, votre toute la vie serait remise en question. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Tu n'étais pas motivé par l'amour, dit doucement Poirot. Vous étiez motivé par l'héritage, par la nécessité de préserver le nom de l'Anglais à tout prix. Les mains de Clarissa tremblaient. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait plan A. Non, dit Poirot. Mais l'opportunité et le désespoir sont des conspirateurs rapides. Il se tourna vers les autres. Elle a confronté Blythe dans le jardin. Il avait le registre, il avait la photo. Il lui a dit qu'il révélerait la vérité, que l'homme qu'elle allait épouser était un fraudeur, un déserteur. Elle a paniqué. Il y avait une truelle de jardinage à proximité, un coup, rapide, précis et fatal. Clarissa murmura. Il a menacé tout. Ma maison, ma position, le souvenir de l'oncle Reginald. Poirot hocha la tête. Pour protéger les morts, vous en avez créé un autre. Il y eut un silence. Puis Clarissa se leva. Je l'aimais, dit-elle doucement. Pas l'uniforme, pas le passé. J'aimais l'homme que je pensais qu'il était. Et je savais que si la vérité éclatait,
Personne ne croirait qu'elle était réelle. Poirot baissa légèrement la tête. « C'est là la tragédie, mademoiselle. Vous n'avez pas tué pour protéger l'amour, mais pour en préserver l'illusion. » Elle se tourna vers Martindale, ne niant plus qui il était, les yeux écarquillés, brisés. « Je suis désolée, dit-elle. Je pensais que ça pourrait durer. » Poirot recula. « La police sera là sous peu, a-t-il déclaré. La justice, comme l'identité, ne peut être échappée pour toujours. » Le lendemain matin, Poirot et moi étions dans le salon, la brume extérieure adoucissant les bords des pelouses bien entretenues. Clarissa avait été emmenée tranquillement, sans drame. Martindale s'était retiré dans sa chambre, ne prétendant plus être quelqu'un d'autre. Le manoir semblait immobile, creux, comme une scène après la chute du rideau. Je me tournai vers Poirot. C'est difficile de croire qu'elle l'a fait. Elle avait l'air si décente. Poirot eut un léger sourire. « Ah, Hastings, le cœur humain n'est jamais simple. Il est comme un oignon, couche après couche, chacune cachant la dernière. » « Et Martindale ?» j'ai demandé. « Sera-t-il jugé ?» Poirot secoua la tête. « Il n'a commis aucun meurtre, aucune fraude. L'identité lui a été donnée par un autre. La question est maintenant de savoir s'il choisit de récupérer sa vérité ou de continuer dans l'ombre. » J'ai soupiré. « Vous aviez raison depuis le début. Il ne s'agissait pas d'une erreur d'identité. » « Non. » Poirot a déclaré. « Il s'agissait d'une identité volontairement cédée, des mensonges portés si longtemps qu'ils sont devenus de la peau. » Il jeta un coup d'œil par la fenêtre d'une voix douce. « Quand les gens protègent un nom, non pas par amour, mais par fierté, cela devient une chose dangereuse. Clarissa a enveloppé un secret dans un héritage, et cela l'a étranglé. » Il se tourna vers moi avec un léger scintillement. « Mais maintenant, mon ami, je crois que nous avons mérité notre retour à l'hôtel magnifique, avec du thé, et peut-être quelque chose de moins meurtrier. » J'ai souri. « Avec plaisir. » Alors que nous avancions dans la lumière du matin, j'ai réalisé qu'une fois de plus, Poirot avait dévoilé non seulement les faits, mais aussi l'âme même des personnes impliquées, et n'a laissé aucune illusion debout. L'aveu, lorsqu'il est venu, n'a pas été dramatique, c'était calme, presque fatigué. Clarissa Langlais était assise dans le salon, les épaules voûtées vers l'intérieur, comme si elle essayait de se protéger des murs mêmes qui définissaient autrefois son monde. La grandeur du Langlais Manor, avec ses portraits et ses tapis persans, n'offrait plus aucun refuge désormais. Poirot et moi étions en face d'elle. Un agent attendait discrètement dans le couloir. Convoqué par Poirot, au moment où elle avait murmuré « C'était moi ». Clarissa n'a pas pleuré, pas au début. Elle parlait simplement, la voix cassante. « Il a dit qu'il nous ruinerait », murmura-t-elle. « Il a dit qu'il avait les papiers, les preuves. Il a dit qu'il irait voir les journaux et les administrateurs. »« Vous parlez du capitaine Blitt ?» demanda doucement Poirot. Elle hocha la tête. Il savait tout à propos de Geoffrey, à propos de la fausse signature sur l'acte de propriété, à propos du testament de l'oncle Réginald. Il a dit que j'avais deux choix, le payer ou voir tout s'effondrer. Sa voix se brisa au dernier mot. Le ton de Poirot était doux, mais inébranlable. « Et donc vous avez choisi la troisième option. »« Je suis allée au jardin, » dit-elle, presque comme si elle décrivait un rêve. « Je voulais seulement le menacer. Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas, que je ne pouvais pas perdre Geoffrey, pas après tout. » Ses mains tremblaient. Mais il a ri. Il m'a traité de naïf. Il a dit que Geoffrey ne se souvenait même pas de qui il était, et que moi non plus. Elle leva finalement les yeux, et, pour la première fois, des larmes coulèrent sur ses joues. Il y avait une truelle, je ne me souviens pas d'y avoir pensé, juste faire
Et puis, c'était fait. Poirot baissa légèrement la tête. « Merci, mademoiselle, pour avoir dit la vérité, enfin. » Le connétable entra silencieusement, la prenant doucement par le bras. Clarissa n'a pas résisté. Alors qu'on l'emmenait, elle se retourna une fois. Est-ce que tout cela était réel? Elle a demandé à Poirot. L'amour, répondit-il doucement, est réel, même lorsqu'il se trompe. 2 jours plus tard, nous étions de retour à l'hôtel magnifique. Le même lierre s'enroulait autour des arcades de pierre. Les mêmes draps de table impeccables et les mêmes théières en argent fin nous ont accueillis au petit déjeuner. Mais le monde semblait changer, comme si l'air lui-même avait appris le poids de la vérité. Poirot était assis à notre table habituelle, épluchant soigneusement une orange avec une précision chirurgicale. J'ai siroté mon thé, reconnaissant d'être en bonne santé mentale, ou du moins la version la plus proche que l'on puisse espérer en accompagnant le détective le plus célèbre du monde. Je dois dire, ai-je hasardé, je pensais plutôt que Danvers, Martindale avait réussi, jusqu'à la fin. « Ah, mon ami, » Poirot a dit avec un signe de tête satisfait, « vous avez permis à l'émotion de brouiller votre logique. La ressemblance avec votre cher colonel. Martindale, oui, c'était frappant. Mais la culpabilité, Hastings, ne réside pas toujours là où le visage semble familier. Je suppose que j'aurais dû le savoir, marmonnai-je. » Poirot sourit en se tapotant la tempe. « Les petites cellules grises, Hastings, elles ont besoin d'exercice. Vous vous concentrez trop sur le OMS et pas assez sur le pourquoi. » Il sirota sa tisane. « Clarissa n'a pas tué parce qu'elle aimait, poursuivit-il, mais parce qu'elle craint. Peur du scandale, de honte, de perdre la vie qu'elle avait bâtie sur des fondations déjà fissurées. » « Et Martindale ?» j'ai demandé. Poirot regarda par la fenêtre. Un homme qui a oublié son nom pour échapper à la honte, et qui l'a retrouvé à travers la tragédie. Il attrapa un scone, s'arrêtant pour épousseter une miette de son brassard. « Nous avons vu la guerre, Hastings, mais en matière de cœur et d'esprit, c'est la guerre tout de même. » Alors que nous nous attardions autour du petit déjeuner, je me suis retrouvé au début, la curieuse lettre glissée sous la porte de Poirot. Ce mystérieux avertissement avait tout déclenché. « Vous n'avez jamais expliqué qui a écrit cette lettre ?» dis-je. Poirot s'essuya délicatement les lèvres avec sa serviette. « Mais bien sûr que je l'ai fait. Vous n'avez tout simplement pas écouté. » J'ai haussé un sourcil. Ce n'était pas Clarissa. Non. Il plia soigneusement sa serviette. C'était Martindale lui-même. Mais pourquoi demanderait-il de l'aide s'il ne se souvenait même pas de qui il était? Hastings, vous oubliez la subtilité de l'esprit. La mémoire n'est pas binaire, elle scintille. Il s'en souvenait juste assez pour craindre ce qui pourrait arriver. Des bribes de langage, de douleur, des noms, Raph, Chêne, ce n'est pas moi. Poirot fit un geste significatif avec sa cuillère. Cette phrase que la servante a entendue. Ce n'est pas moi, ils ne doivent jamais le savoir. N'était pas simplement de l'hystérie. C'était un plaidoyer. Une partie de son moi fracturé criait avant que le masque ne se remette en place. Mais les Français, ai-je insisté. Personne ne soupçonnait qu'il parlait ainsi. Les yeux de Poirot pétillèrent. Et pourtant, il l'a fait, couramment, avec l'accent de Lille, sa ville natale, comme je l'ai confirmé plus tard d'après d'anciens registres régimentaires. Geoffrey Danvers, en revanche, est né à Bristol et n'a jamais réussi un seul examen de français à l'école. Il se recula avec satisfaction. Cela, Hastings, était l'indice décisif. Pas une empreinte digitale, pas une empreinte de pas, mais une inflexion. J'ai sifflé doucement. Tu ne manques vraiment de rien, n'est-ce pas?
Poirot ajusta modestement son bouton de manchette. « J'observe, mon ami, c'est ce que je fais. Et quand un homme oublie son identité, c'est souvent dans la langue de l'enfance que la vérité jaillit. » Il sourit faiblement. Même les mensonges, Hastings, ne peuvent dépasser le langage de l'âme. C'était une matinée tout à fait ordinaire à l'hôtel magnifique. Ciel dégagé, petit déjeuner sur la terrasse, et cliquetis réconfortant des cuillères contre la porcelaine. Poirot était, comme toujours, impeccable. Il venait de disposer ses tranches de pain grillé à des angles symétriques sur l'assiette lorsqu'un concierge, en uniforme, s'approcha avec un plateau en argent et un air légèrement conspirateur. « Télégramme pour le capitaine Hastings », annonça-t-il. Je l'ai pris avec une certaine surprise. Rares étaient les jours où quelqu'un s'embêtait avec des télégrammes, à moins que quelqu'un ne soit mort ou ne se soit enfui. Je l'ai déchiré et j'ai lu, puis cligna des yeux et relisez-le. Eh bien, je serai... Poirot leva les yeux, un couteau à beurre à mi-chemin. Eh bien, Hastings, on dirait que quelqu'un vous a dit que votre moustache est tordue. Ça vient du War Office, dis-je lentement. Apparemment, le colonel Rafe Martindale avait un frère jumeau. Le couteau de Poirot se figea dans les airs. Un jumeau? J'acquiesçai, toujours sous le choc. Identiques, à grandes séparément. L'un a grandi en France, l'autre en Angleterre. Danvers, si tel était vraiment son nom, était le jumeau anglais. Il est mort en mission. Martindale a assumé son identité sans savoir qu'ils étaient frères. Les sourcils de Poirot se haussèrent. Mon Dieu, ce n'était pas seulement un nom volé, c'était sans le savoir hérité. Je me suis assis, abasourdi. Donc depuis le début, la ressemblance n'était pas une coïncidence. Poirot s'appuya contre le dossier de sa chaise, souriant légèrement. L'univers, Hastings, n'est pas dénué d'ironie. Il tapota pensivement le télégramme. Un homme pensait qu'il était devenu quelqu'un d'autre. En vérité, il avait simplement trouvé une version différente de lui-même. Il sirota son thé. Et tu vois, mon ami, même le rebondissement final, voilà, n'est pas toujours sous notre contrôle. C'est aussi l'œuvre du destin. J'ai plié le télégramme lentement, un frisson et un sourire luttant pour la domination. Ce n'est qu'avec Poirot, pensai-je, qu'une affaire résolue pourrait se terminer par une autre énigme insoluble. Et ainsi, avec la confession de Clarissa et l'étrange cas de l'homme qui est devenu son propre jumeau, Poirot a prouvé une fois de plus ce que je considère comme un évangile. Cette vérité, aussi profondément enfouie sous les secrets, les souvenirs, ou même les erreurs d'identité, trouve toujours son chemin vers la surface, surtout lorsqu'elle est poussée par ces petites cellules grises. Comme Poirot l'a si bien dit, même le déguisement le plus astucieux ne peut déjouer l'âme, mon ami, car elle parle, même quand les lèvres ne le font pas. En fin de compte, ce n'est pas la photographie, le registre ou le faux testament qui ont révélé la vérité, mais le langage, la plus petite inflexion d'une langue oubliée, murmurée dans le noir. Et moi, eh bien j'ai appris à faire plus confiance à l'instinct de Poirot qu'à mes propres yeux. Pourtant, je ne regarderai plus jamais un télégramme de la même manière. Que faire, toi? Je pense que c'est l'indice le plus brillant qui a ouvert l'affaire. Était-ce la photographie, la lettre ou l'accent français? Faites-nous part de votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons entendre vos déductions. Si vous avez apprécié ce mystère d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de partager et s'abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à donner vie chaque semaine à des romans policiers plus classiques. Et souviens-toi, chaque indice compte. Des affaires Poirot plus passionnantes approchent à grands pas.
Restez à l'écoute, mes amis.